Aujourd'hui, on vous fait une vidéo sur la nutrition et la performance sportive. On va vous montrer ce qu'on mange à midi. On va aussi répondre à toutes les questions que vous nous avez posées sur Instagram. Donc c'est parti, Louis et Laurent vont nous présenter leur repas de midi. Du riz pour les glucides, des lardons pour les protéines, un peu d'emmental par-dessus, voilà, pour donner du goût. Un tout petit peu de riz, pas trop, parce que bon, aujourd'hui pas d'effort physique, donc c'est pas ouf. J'ai du poulet avec des pâtes complètes, petite piperade poivron, oignon, avec un peu de fromage blanc et de moutarde pour faire une petite sauce. Ou à la partager à vos potes qui, comme moi, mangent du riz et des lardons tous les jours. Pour vous expliquer ce qui est conseillé ou plutôt déconseillé. Avant de commencer cette vidéo, on aimerait tout d'abord vous présenter Laura, qui est coach aussi chez ATP, donc qui aujourd'hui va être une nouvelle intervenante dans nos vidéos YouTube. Donc on salue Laura et on lui souhaite la bienvenue. Ensuite, on voulait tout simplement vous préciser qu'on est issu de la formation STAPS et qu'on n'a pas de diplôme particulier en diététique ou en nutrition, et que le principal des choses qu'on va vous dévoiler dans cette vidéo provient de notre expérience personnelle, c'est-à-dire que tous les trois on a testé des choses durant nos études ou durant surtout pour moi dans la carrière professionnelle. Mais voilà, on s'intéresse à beaucoup de sujets, on lit beaucoup, on entraîne pas mal de personnes, donc on se base sur cette expérience pour vous orienter et vous guider tout le long de cette vidéo. Petit zoom à présent pour voir ce que ça donne au niveau des macronutriments dans nos gamelles. Pour ma gamelle, on a 130 g de riz pesé cru, donc ça donne à peu près 400 calories. Au niveau des lardons, on est à 250 cal. Élémental, petit topping, bon c'est pas calculé, mais on a environ 70 cal, ça fait entre 6 et 800 calories. Pour moi, du coup, il y a 60 grammes de riz cuit, donc ça fait à peu près 100 calories. Après, on part sur 130 grammes de thon, donc aux alentours de 200 cal. Et après, la salade, les légumes que j'ai mis dedans, on va dire 0 calories, hein, donc ça part sur un repas de 300 calories. Et enfin, pour moi, du coup, on avait 150 g de pâtes crues complètes, ce qui correspond à peu près à 500 cal, 200 g de poulet qui correspond à 300 cal environ. Il y avait les légumes, donc les légumes c'est estimé à 0 calories comme sur le repas de Laura. Et ce que n'avaient pas Louis et Laura et que j'ai rajouté, c'est de l'huile d'olive, donc il y a 2 cuillères à soupe et ça fait environ une centaine de calories. Donc on est sur une assiette à 900, 1000, 1100 calories à peu près. Donc, ce que l'on peut remarquer sur les 3 repas qu'on a vus aujourd'hui, c'est un apport calorique différent. Louis fait 80 kg, Laura en fait 54, Mathieu en fait 86. Donc chaque personne doit avoir un métabolisme différent et un besoin de quantité en calories différent. Donc ça explique la différence d'apport pour chaque personne. D'autant plus que Louis est plus léger que Mathieu, automatiquement l'apport calorique pour maintenir sa masse musculaire va être moins important. C'est aussi le cas pour Laura qui est plus légère mais qui en plus est une fille, donc elle aura encore moins besoin de calories qu'un homme pour maintenir son métabolisme de base et donc d'assurer son bon fonctionnement. Comme vous pouvez le remarquer, dans chaque assiette, on a un apport en glucides. Donc les glucides, ils sont très importants parce que c'est ce qui va vraiment permettre d'avoir un apport énergétique, notamment pour notre sport vu qu'on fait une pratique intensive. Pour ceux qui ont plutôt un objectif de perte de poids, ils vont peut-être diminuer les glucides, mais on en garde toujours quand même au niveau de la journée. Je viens de parler des glucides, automatiquement derrière on va parler des protéines. Vous remarquez que chaque gamelle contient sa source de protéines. Ici c'est des protéines animales, on aurait pu choisir des sources de protéines qui soient végétales. Le but de la protéine c'est de récupérer, de pouvoir reconstruire le muscle. Donc voilà, d'ailleurs on a une question sur les protéines auxquelles on répondra juste après. Donc on a parlé des glucides, on a parlé des protéines et on va parler des lipides. Donc dans l'assiette de Louis, il n'y en a pas forcément beaucoup, si ce n'est qui sont cachés dans les lardons et que ce n'est pas forcément des bons lipides. Il y en a aussi dans le fromage, mais ce n'est pas forcément des bons. Dans l'assiette de Laura, il y en a dans le thon, mais c'est plutôt sous forme animale. Et donc du coup, tout ce qui est lipides en provenance du poisson, c'est plutôt bon. Et ensuite, Mathieu a une source de lipides d'origine végétale dans l'huile d'olive qui est plutôt pas mal. Donc les lipides sont intéressants dans la diète et on va vous expliquer pourquoi. On a une question juste après dessus et notamment dans la performance. Dernière différence entre toutes les assiettes, c'est la présence de légumes. Donc dans l'assiette de Louis, il n'y a aucun légume. Laura a de la salade et Mathieu avait poivron, oignon et champignons. Donc
La salade, c'est pas mal, sauf que c'est constitué de beaucoup d'eau. Les légumes qu'avait Mathieu sont un peu plus intéressants, notamment par leur côté basifiant, et on en reparlera plus tard parce qu'on nous a posé la question sur ce sujet. Les légumes permettent d'apporter des vitamines, des minéraux qui sont essentiels au fonctionnement du corps. On a eu beaucoup de questions qui concernent la perte de poids ou la prise de masse et la gestion de cette nouvelle variable avec la performance. Ici, on aura une balance à toujours contrôler. C'est la balance dépenses caloriques sur la journée, donc tout le sport qu'on va faire, et l'apport calorique sur la journée, c'est-à-dire tout ce que l'on va manger. Quand on sera en sèche, donc on voudra perdre du poids, il faudra que la dépense soit supérieure à l'apport. Quand on est en prise de masse, c'est l'inverse, on dépensera moins que ce que l'on mange. Bien entendu, il faudra prendre en compte le métabolisme de base. On brûle tous plus ou moins des calories sur la journée de base, donc là, à vous de vous connaître pour ajuster. Bien entendu, il faudra avoir une nutrition qui soit assez équilibrée pour pouvoir gérer cette perf et la maintenir. Faites attention aussi lors des sèches à ne pas diminuer trop votre apport calorique pour justement maintenir votre performance et pas vous retrouver HS aux entraînements. Du coup, on en profite pour passer sur une autre question que l'on nous a posée. C'était, est-ce que 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, est-ce dangereux? La réponse est non. Ok, mais est-ce vraiment essentiel de manger 2 grammes de protéines par poids de corps? La réponse est non aussi. Souvent, c'est quelque chose qui a été inculqué par le culturisme, par l'industrie de la musculation et de tout ce qui est complément alimentaire, où on incite à prendre une grande quantité de protéines pour inciter automatiquement les gens à consommer de la protéine pour construire du muscle. Souvent, ça peut être le cas chez des culturistes qui utilisent le dopage pour augmenter leur masse musculaire et qui sont capables d'assimiler beaucoup plus de protéines qu'une personne normale. Pour une personne sédentaire, le ratio il va être plutôt vers 1 et pour une personne sportive et en fonction du sport qu'elle pratique va plutôt tendre vers 2. Mais il n'y a aucun danger pour la santé en mangeant 2 grammes de prot par kilo de poids de corps, à condition de bien s'hydrater et de manger suffisamment de légumes ou de produits basifiants pour éviter qu'il y ait trop d'acidité dans le corps et toujours dans un souci d'homéostasie, de bien équilibrer la balance acide et basifiante. Question suivante, elle concerne la fenêtre anabolique. Est-ce un mythe ou la réalité? On aurait tendance à dire plutôt mythe, parce que la fenêtre anabolique, cette légende qui dirait qu'on a 20 minutes après une séance de sport pour pouvoir avaler son shaker de 2 grammes de prot par poids de corps, sinon tous nos gains musculaires vont s'envoler. C'est pas forcément vrai. Après un effort, on est en plein échange gazeux dans l'estomac, donc on n'assimile pas forcément les protéines. L'idée globale, ce serait d'avoir un apport journalier en protéines suffisant pour pouvoir encaisser nos séances de sport et pas forcément du coup de les avaler juste après sa séance comme un go muscu quoi. Enfin, on répond à une question sur le dopage. On nous demande si, quand on utilise des produits dopants, est-ce qu'on a besoin de bien manger et est-ce qu'on peut progresser quand même? La réponse n'est pas forcément si évidente car même si on se charge, les résultats ne sont pas forcément foudroyants si on mange mal à côté. Si vous vous mettez un McDo tous les midis et tous les soirs et qu'à côté vous prenez tous les produits qu'il faut pour être et ressembler à un champion de culturisme, c'est pas sûr que cela fonctionne. Donc même si on se charge, et c'est peut-être le cas dans certains sports et certains sportifs de haut niveau, automatiquement à côté il y a quand même une alimentation qui est rigoureuse, un entraînement qui est rigoureux. Souvent les personnes qui sont dopées s'entraînent 2-3 fois par jour et sont capables d'encaisser des gros volumes d'entraînement. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Le dopage n'est pas une recette miracle et bien entendu, ATP est antidopage et on incite chaque personne à s'entraîner correctement, à manger correctement, à bien se reposer, bien s'hydrater et avec de la patience, les résultats arriveront. On nous a posé beaucoup de questions sur quel aliment privilégier, donc avant, pendant ou après l'entraînement. Donc ça, il faut savoir que tout va dépendre du type d'effort que vous allez réaliser, donc soit l'entraînement, soit la compétition. Votre alimentation autour de l'effort va donc dépendre du type d'effort que vous réalisez, comme l'a expliqué Laura. Donc là, pour les efforts aérobies, tout ce qui est type course longue, course à pied, trail, triathlon, vélo de route, etc. Avant son effort, on va plutôt prendre des glucides de type lent, c'est-à-dire qu'ils vont mettre du temps à se digérer et qui vont être assimilables par le corps sur la durée, tout simplement parce qu'au fur et à mesure que votre effort va démarrer, vous allez utiliser ces glucides pour amener de l'énergie à vos muscles pour maintenir l'effort, et des lipides parce que les lipides vont prendre le relais sur les glucides plus tard dans l'effort.
Sauf que très souvent, pendant l'effort, il y a, même si on a pris ce qu'il fallait avant, une perte d'énergie et un besoin de s'alimenter. C'est pour ça que souvent il y a des réappros comme dans les courses, tout simplement parce que les athlètes ont besoin de recharger en énergie. Donc c'est à ce moment-là qu'on va prendre des glucides rapides qui vont être digérés très rapidement et qui vont pouvoir redonner du boost à l'athlète. On va aussi prendre des électrolytes qui sont composés de sels et minéraux qui permettent d'améliorer la contraction musculaire et de favoriser les échanges au niveau des cellules. Et vu que les électrolytes, on en perd beaucoup des sels minéraux, on en perd beaucoup dans l'effort, donc c'est très important d'en remettre au milieu de la course. Et on peut prendre des lipides, mais ça va dépendre des athlètes. Certains vont bien les digérer, d'autres non. Donc en fonction de la réaction de l'athlète, on va plus ou moins les intégrer pendant l'effort. À la fin de la course, on propose une recharge, c'est-à-dire que tout simplement l'athlète va manger en grande quantité, que ce soit des glucides, des protéines ou des lipides, pour tout simplement recharger ses batteries parce que l'effort a été long, a été intense, surtout si c'est en compétition, et on a besoin de refaire le plein d'énergie. Et surtout, il y a la notion aussi de récompense derrière, après un effort. Toute récompense est bien méritée. Pour un effort de type force, on va retrouver avant l'effort un peu tout, donc les lipides et les glucides dont vous a parlé Mathieu en début de vidéo, les protéines aussi. En fait, avant la force, peu importe un petit peu ce qu'on mange, tant qu'on mange et qu'on n'arrive pas le ventre vide, pensez quand même à manger 1 heure à 1 heure et demie avant votre séance. On peut y intégrer aussi de la caféine, enfin booster un petit peu avant de passer sous ces barres. Pendant l'effort, en général, on n'a pas trop envie de manger quand on fait de la force, on peut quand même prendre des glucides rapides, type maltodextrine ou des petites pâtes de fruits, manière d'apporter du sucre. Et après l'effort, on retrouve cette recharge dont vous a parlé Mathieu juste avant dans la vidéo. Donc ici, on vient éponger l'effort qu'on vient de faire. Donc là aussi, lipides, glucides, protéines. Pour ce qui est des efforts type HIIT, donc ça va être tous les efforts intenses à haute intensité. Avant l'entraînement, donc toujours pareil, des lipides, les glucides lents. Les protéines, on évite parce que les protéines, ça consomme énormément d'énergie au niveau de la digestion. Un petit peu de caféine toujours pour booster les performances. Ensuite, pendant, on va venir avoir un apport en électrolytes pour recharger les sels minéraux, puis glucides rapides. Et après, il y a toujours cette notion de recharge après l'entraînement pour refaire le plein d'énergie. Enfin, un dernier type d'effort et qui peut intéresser beaucoup de monde, c'est l'effort de musculation qui rejoint un petit peu l'effort de type de force, donc tout ce qui va être haltérophilie, force athlétique, strongman. En muscu, on a beaucoup d'informations qui circulent sur comment manger avant, pendant, après la séance, comment optimiser les gains de prise de masse musculaire, etc. Mais en soi, la musculation est une activité qui nécessite peu d'énergie. Entre guillemets, une personne qui fait une séance de musculation va dépenser beaucoup moins de calories qu'une personne qui fait un effort aérobie ou un effort de cross-training. Donc, peu importe ce qu'elle va manger avant, entre guillemets, pour simplifier, ça aura très peu d'impact sur sa séance car ça nécessite quand même peu d'énergie. Donc même si on est sur une grosse digestion, on ne va pas être trop pénalisé durant sa séance si on a trop mangé avant. Donc en musculation, on essaie quand même de respecter les grandes lignes, c'est-à-dire d'avoir un repas équilibré de glucides, lipides, protéines. Pendant la séance, on peut prendre un peu de glucides rapides si on a un petit coup de mou ou si sa séance s'allonge un petit peu. Et après la séance, on mange correctement. La notion de recharge et de récompense n'y est pas forcément, surtout si on est qu'en entraînement et qu'il n'y a pas de compétition. Donc voilà. On a reçu aussi beaucoup de questions sur les fruits et sur les légumes, que choisir quand on est en perte de poids, quand on est en prise de masse, l'impact sur la performance, on y répond maintenant. Tout d'abord, que choisir? On nous a posé une question sur la banane. Est-ce que la banane est un bon ou un mauvais fruit? En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais fruit. La banane, c'est un fruit qui a un indice glycémique assez haut, pas mal de glucides, donc il va être peut-être intéressant en prise de masse, maths c'est derrière la caméra, et peut-être un peu moins intéressant en perte de poids. Autre question, est-ce que c'est vrai que la banane fait grossir? Alors la banane a un indice glycémique plus haut qu'un fruit par exemple comme le kiwi, donc forcément il aura une part plus importante dans votre balance à la fin de la journée. Par contre, c'est pas en mangeant une banane qu'on va prendre 10 kilos, donc c'est vraiment, faut faire la nuance en gros entre manger une banane et en manger 10. Trop de bananes, forcément ça peut faire grossir, mais si on en mange une petite banane et que c'est calculé dans notre apport calorique journalier, normalement il n'y a pas de souci. On nous a posé une question sur le fait de manger uniquement 3 fruits par semaine en sèche. Est-ce bon ou est-ce pas bon?
La réponse, elle est toute simple, ça va dépendre de votre plan alimentaire. C'est-à-dire que si votre plan alimentaire est construit de façon à vous apporter tant de calories sur la semaine et qu'il n'y a que 3 fruits à l'intérieur, vous allez pouvoir en manger que 3. Mais si vous diminuez un petit peu votre quantité de glucides, par exemple sur un repas, ben, vous pouvez compenser cette perte en glucides par l'apport d'un fruit qui va apporter la même quantité de glucides. Et du coup, ça vous permet d'intégrer plus de fruits dans votre plan alimentaire de la semaine et donc de vous retrouver à manger par exemple un fruit par jour. Le conseil qu'on peut vous donner, c'est tout simplement que les fruits ont un côté d'apport de vitamines, minéraux et un côté basifiant très intéressant qui peuvent être favorisés par rapport à un apport de glucides comme du pain ou du riz qui sont un peu moins intéressants, d'autant plus en sèche. Au niveau de la performance, est-ce que le sucre des fruits va pouvoir être utilisé comme source d'énergie? Donc comme on l'a dit tout à l'heure, les fruits, ça va être plutôt des glucides rapides. Donc c'est ce qu'on va manger au point de ravito par exemple, donc une banane ou une orange. Donc bien évidemment que ça peut être utilisé pour la performance. Pas de questions sur ce sujet-là, mais on voulait quand même soulever le point des fruits et des légumes. C'est très important d'en incorporer, d'en intégrer dans vos plans alimentaires. J'ai encadré beaucoup trop de sportifs qui n'en mangeaient pas du tout et il y a quand même un apport en antioxydants qui est important et qui permet de prévenir les blessures. Un corps qui est trop acide, donc une personne qui ne mange pas assez de fruits et de légumes, va déclencher potentiellement des inflammations type tendinite et automatiquement ça vient biaiser la performance. Donc il est important quand même d'avoir une alimentation qui est riche en antioxydants, en produits basifiants, donc les fruits, les légumes, je le répète. Et il y a tout aussi de l'importance des minéraux pour prévenir les inflammations et donc diminuer le risque de tendinite potentielle. On a aussi eu des questions concernant la prévention, une qui parle du collagène, une qui parle des lipides. On répond aux deux à présent. Pour la question sur le collagène, on nous demande si le collagène est important pour prévenir des blessures. Alors le collagène, qu'est-ce que c'est? C'est une matière que l'on retrouve dans nos articulations, dans nos tendons. Donc l'idée ce serait de se supplémenter en collagène pour pouvoir du coup réparer ces tendons et ces ligaments. Alors, est-ce que c'est intéressant? On aurait plutôt tendance à dire oui, dans le sens où le collagène, on le trouve dans des aliments que l'on ne mange plus à notre époque, au XXIe siècle. Ça dépend après des régions, bien évidemment. On en trouve par exemple dans les pieds de porc, toutes ces matières un petit peu cartilagineuses qu'on a perdu l'habitude de manger. Donc ça pourrait être intéressant d'en prendre en supplémentation, pas des pieds de porc, plutôt du collagène, pour pouvoir du coup réparer ces tendons. Après, est-ce que c'est la solution? Peut-être pas, ce ne sera pas forcément magique. Il faudra quand même penser à consulter un kiné pour pouvoir en parler un peu plus avec lui et avoir une base alimentation, sommeil, hydratation bien saine pour pouvoir prévenir ces blessures. On nous a demandé l'intérêt des lipides dans la performance sportive. Il faut savoir que les lipides regroupent tous les aliments dits oléagineux, donc amandes, tout ce qui est type de noix, les avocats, ainsi que tout style d'huile et certains poissons aussi, les poissons gras comme le maquereau. C'est très riche en lipides. Les lipides aident au bon fonctionnement des cellules. Ils aident au bon fonctionnement du système nerveux ainsi que du système hormonal. Donc pour la performance, c'est très intéressant de consommer des lipides, tout simplement parce que vous allez assurer le fonctionnement de ces systèmes-là qui sont essentiels à la performance. Les lipides permettent aussi d'avoir un apport calorique important. 1 gramme de lipides égale 9 calories. Donc pour tous les athlètes qui ont besoin d'un apport calorique très important pour subvenir à leurs besoins dus à une compétition intensive, dû à un nombre d'entraînement important, il est du coup essentiel de manger beaucoup de lipides pour assurer un apport en cal important et du coup assurer aussi toujours le bon fonctionnement des systèmes hormonaux et nerveux pour la récupération. Et enfin, les lipides permettent d'avoir, si le ratio est respecté, un bon ratio oméga 3, oméga 6. Les oméga 3 sont anti-inflammatoires, c'est-à-dire qu'ils vont permettre la diminution des inflammations et donc potentiellement un bon ratio oméga 3, oméga 6 permet de diminuer le risque de tendinite ou de douleur articulaire. Merci d'avoir écouté cette vidéo. On a bien entendu fait au mieux pour répondre correctement à toutes les questions. Même si chaque réponse pouvait être poussée encore plus loin, on est obligé de faire des réponses qui sont simples et synthétiques au maximum. On a passé beaucoup de temps à tourner la vidéo. La vidéo est déjà très longue, donc on espère que les réponses vous conviennent. Bien entendu, si vous voulez des précisions, vous pouvez laisser des commentaires. On y répondra avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À lâcher un petit pouce bleu ou à la partager à vos potes qui, comme moi, mangent du riz et des lardons tous les jours.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.